Bienvenue sur le flot de l'histoire, bienvenue dans ce 13e épisode. Je suis vraiment super content de te retrouver parmi nous aujourd'hui. Donc si tu ne connais pas le flot de l'histoire, si tu ne me connais pas, je me présente, je suis le capitaine Romain Rivière. Et le flot de l'histoire, c'est le podcast qui vogue à travers l'espace et le temps afin d'apprendre du passé pour construire aujourd'hui le monde durable de demain. Donc arrime-toi bien et profite des alizés parce qu'on va voguer à travers le temps et l'espace, direction la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, à la rencontre de non moins illustre Nikola Tesla, un des plus grands hommes de son époque, un inventeur de génie, un ingénieur et surtout un grand humaniste. Voilà. Donc, je te rappelle aussi que si tu aimes le podcast, tu peux me soutenir de deux façons. Tu peux aller sur Patreon, www.patreon.com/leflot de l'histoire. Donc si tu veux soutenir le podcast, tu peux. Si tu préfères faire m'aider de façon plus ponctuelle, tu peux aussi aller sur PayPal. J'ai activé PayPal, donc tu peux aller en commentaire, tu verras dans ma bio, j'ai mis un petit lien pour le faire. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite introduction. Donc aussi, sache que moi, je fais du conseil en accompagnement, donc pour la stratégie de communication. Donc si toi aussi tu veux mettre ta stratégie de communication par rapport à ton podcast ou par rapport à ta communication sur les réseaux sociaux, tu peux m'envoyer un petit message et on regardera ce qu'on peut faire. Parce que je prends quelques personnes d'accompagnement chaque mois, donc j'ai avec grand plaisir que je pourrais t'accompagner pour le faire. Donc, mais retournons au podcast, parce que c'est vraiment le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je te présente le 13e épisode du podcast qui est consacré à Nikola Tesla. Donc Nikola Tesla, il est né le 10 juillet 1856 à Smiljan, qui était en Autriche-Hongrie, qui est actuellement en Croatie, donc dans l'Empire austro-hongrois. Il est né dans une famille serbe. Donc aujourd'hui, il y a des petites litiges par rapport à sa nationalité. Est-ce qu'il était serbe? Est-ce qu'il était austro-hongrois? Est-ce qu'il est américain? Parce qu'après, il est allé aux États-Unis. Et quand il était allé aux États-Unis, malheureusement, pour lui, il s'est déclaré comme autrichien. Alors que son musée aujourd'hui, ses restes sont son musée de Belgrade. D'ailleurs, l'aéroport de Belgrade s'appelle l'aéroport Nikola Tesla. Donc, les Serbes pensent qu'il est serbe, les Autrichiens pensent qu'il est autrichien, et bien sûr, les Américains disent qu'il est américain. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a un petit litige sur l'origine de Nikola Tesla. Il est dans une famille serbe, dans l'ancien empire austro-hongrois, et après il est migré aux États-Unis. Donc il a un petit peu un mélange de tout ça. Donc, en plus, il y a une petite chose marrante, c'est sur sa naissance. Sa naissance, il y a une petite légende autour. Il est né dans une nuit d'orage. C'était un petit peu une prémonition. Du coup, une partie de sa famille pensait qu'il était l'enfant de la nuit, et une autre partie pensait qu'il était l'enfant de la lumière. Donc, les éclairs, c'est vraiment ce qui va vraiment attirer toute la vie de Nikola Tesla, qui va être vraiment le fil conducteur de sa vie, parce qu'il va travailler quasiment une grande partie de sa vie, même la 3/4 des parties de sa vie, sur le travail sur l'électricité. Donc Nikola Tesla, comme je t'ai dit, il est né le 18 juillet 1856, il est mort le 7 janvier 1953 à New York, et le 9 janvier, seulement 2 jours après sa mort, il y a le FBI qui a débarqué pour saisir l'ensemble de ses documents. Voilà, ce qui est assez incroyable, parce qu'il est né, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas fait de testament non plus. Donc le FBI a récupéré toutes ses affaires. Donc pendant plusieurs années, on n'en a jamais entendu reparler, même aujourd'hui, il y a des doutes sur est-ce que le FBI a déclassifié toutes les affaires de Nikola Tesla. C'est vraiment encore quelque chose qui est assez mystérieux, on n'en est vraiment pas sûr. Et à Tesla, quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'il a déposé plus de 300 brevets. Et selon certains historiens, selon certains ingénieurs, il y en aurait plus de 900 au total, mais qui n'auraient pas breveté, qui lui auraient été volés ou usurpés, parce que Nikola Tesla était un petit peu un humaniste en fait. Il voulait faire profiter de ses connaissances à tout le monde. Donc au début, et même pendant la majeure partie de sa carrière, il ne protégeait pas ses inventions, parce qu'il pensait qu'elles pouvaient bénéficier à tout le monde, et il était un petit peu dans le principe d'intelligence collective. Même si lui, il aimait bien travailler seul, il aimait bien que son travail puisse bénéficier au plus grand nombre. Donc, il n'avait pas connaissance de tout ce qui est intérêt économique, enjeux financiers. Vraiment, pendant toute sa carrière, il a vraiment voulu travailler pour le bien de tous. D'ailleurs, je vais t'en reparler un petit peu sur quelques-unes de ses inventions, de quelque chose qu'il a mis en avant pour le bien de tous, notamment son travail sur l'énergie libre. Parce que Nikola Tesla était ingénieur, même s'il n'a aucun diplôme universitaire, ce qui était assez incroyable pour quelqu'un qui a été aussi prolifique que lui. Il n'a aucun diplôme universitaire, seulement quelques doctorats à titre honorifique, mais lui-même n'a jamais eu de doctorat. Donc il n'est pas docteur en sciences, il n'est pas ingénieur, rien de tout ça, il n'a rien de tout ça. Vraiment, il a appris sur le tas, il s'est formé tout seul. Donc,
son invention principale, c'est qu'il voulait apporter l'énergie, surtout l'électricité, gratuitement à tout le monde. Mais il s'est heurté à plusieurs problématiques que je vais te raconter plus tard. Mais aujourd'hui, Tesla est connu notamment pour... il a une unité de mesure qui est à son nom, donc l'unité d'induction magnétique qui s'appelle le Tesla, avec un grand T. Et la citation qui le représenterait, enfin moi qui je pense qui représente le plus Tesla et qui me parle le plus, c'est qu'il a dit, au propos de sa vie, « Laissons l'avenir trancher la vérité et juger chacun en fonction de ses travaux et de ce qu'il a réussi. Le présent leur appartient, le futur pour lequel j'œuvre, en réalité, est à moi. » Voilà. Donc laissons l'avenir trancher la vérité et juger en chacun en fonction de ses travaux et de ce qu'il a réussi. Le présent leur appartient, le futur pour lequel j'œuvre, en réalité, est à moi. Donc vraiment, c'était une phrase qui marque un petit peu sa postérité. C'est une marque un petit peu, il était un peu un entrepreneur avant l'heure, même si à l'époque ce n'était pas un terme qui était aussi développé qu'aujourd'hui. On peut dire que Tesla était un grand entrepreneur parce qu'il ne voulait pas travailler pour lui, il voulait travailler pour les autres et pour ce qu'il allait apporter à la postérité, pour l'histoire. Il y a quelques qualités, quelques principes qui décrivent comment agissait Tesla. Tesla avait un sens de la mise en scène assez incroyable. Il allait par exemple, il allait voir les journalistes en avant pour leur divulguer quelques informations pour que ça fasse du bruit dans la presse. Il a fait des déclarations choc comme celle-là. Il était il avait des phrases qui étaient sur la fin de sa vie. Par exemple, il adorait nourrir les pigeons. Voilà, c'était un grand fan. Il préférait pratiquement plus les pigeons que les humains. Il fallait que tout ce qu'il fasse soit divisible par 3. Par exemple, quand il devait aller quelque part, il faisait 3 fois le tour de la maison avant d'entrer dans la maison parce qu'il fallait le faire. Donc c'était un petit peu un original. Comme j'ai dit, c'était un grand humaniste, il voulait apporter l'électricité libre et gratuite surtout à tout le monde. C'était un grand solitaire, jamais marié, pas d'enfant, il travaillait dans son bureau, il dormait très peu, un bourreau de travail, un travailleur acharné comme on dirait. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'avait aucun diplôme universitaire. Et Tesla a été recruté d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle d'électricité, on pense souvent à Edison, mais c'est vraiment Tesla qui l'a mis en place. Mais chose qui était assez marrante, quand Tesla a émigré en 1884 aux États-Unis, il avait été recruté par Thomas Edison lui-même pour travailler dans son usine sur le courant continu. Parce que Edison était un grand partisan du courant continu, alors que Tesla, lui, était un partisan du courant alternatif. Et quand Tesla a été recruté, Edison lui a promis la somme de $50 000 s'il arrivait à lui créer un moteur stable pour son courant. Chose que Tesla a réussi à faire, mais lorsque Edison a dû faire face à ce qu'il avait promis à Tesla, lui a dit qu'il ne lui avait jamais promis. Donc voilà, Tesla est arrivé aux États-Unis avec la promesse d'avoir de l'argent, il n'a jamais reçu $50 000, il n'en verra jamais la couleur. Ensuite, Tesla, il y a eu, entre Edison, du coup, à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on peut appeler la guerre des courants, The Current War. D'ailleurs, je te recommande vraiment le film à ce propos, The Current War, qui est vraiment un super film qui retrace la guerre entre Edison et Tesla Westinghouse. Parce qu'à ce moment-là, Tesla s'est associé à Westinghouse pour lui fournir les biens, le financement pour ses projets. Parce que Tesla, comme on dit, est un grand humaniste, il ne brevetait pas ses inventions. Donc elle ne lui rapportait pas un centime. D'ailleurs, ça va lui coûter énormément d'argent. Ça va vraiment lui être préjudiciable par la suite. Mais bon, on en passera. Mais en tout cas, il y a une guerre entre Edison et Tesla Westinghouse, avec une guerre assez incroyable. À partir de ce moment-là, en fait, Westinghouse a racheté pour $75 000 les brevets de Tesla. Il lui avait promis à ce moment-là $2,5 par cheval vapeur. Donc, ce qui est équivalent, un cheval vapeur, c'est 0,75 kilowatts produit. Donc on peut imaginer les sommes considérables que ça aurait pu rapporter à Tesla, et Tesla ne verra encore jamais la couleur de cet argent parce que la société Westinghouse va être en difficulté financière et Tesla va accepter de renoncer à ce contrat. Donc il ne va pas toucher un seul cent de ce contrat-là. Encore une fois. Donc entre le courant alternatif de Tesla et le courant continu, il y avait une énorme différence. Le courant continu d'Edison demandait des sommes d'argent astronomiques parce qu'il fallait faire des centrales électriques tous les 2, 3, 4, 5 km. Donc c'était un coût financier incroyable. La distance était très très courte.
contrairement au courant alternatif qui lui pouvait être produit à de plus grandes échelles, sur de plus grandes distances, mais était aussi produit à plus haute intensité. Et c'est là que Edison va commencer à attaquer le courant alternatif parce qu'il va le qualifier de dangereux. Il fera d'ailleurs des tests extrêmement sauvages sur les animaux, il va électrocuter des animaux qui vont mourir. Il y a le premier animal qui va mourir s'ils vont faire les tests sur un cheval, ils vont envoyer les volts du courant alternatif sur un cheval qui va décéder. C'est à ce moment-là qu'on va même mettre en place la chaise électrique aux États-Unis. On va essayer le courant alternatif pour montrer qu'elle est dangereuse. On va même, le terme qui va entrer dans la culture populaire à ce moment-là va être le terme Westinghouse pour les gens qui vont recevoir cette décharge. Et en plus, sur le premier essai, c'est incroyable, il a fallu plusieurs décharges pour pouvoir tuer la personne. Donc ça va vraiment discréditer totalement le courant alternatif à ce moment-là. Donc il y a une grosse guerre par rapport aux journaux, ils vont s'envoyer des piques monumentales. Ça va vraiment être une guerre assez incroyable qui va vraiment être à ce moment-là que Edison va prendre l'avantage. Mais il y a eu quelque chose qui va changer vraiment, ça va être l'exposition de Chicago. L'exposition de Chicago qui va être remportée par Tesla. Et Tesla va réussir à illuminer toute la ville de Chicago pour l'exposition. Parce qu'il a réussi à mettre en place un moteur stable grâce au financement de Westinghouse, le moteur polyphasé. Polyphasé qui va permettre en fait au courant alternatif de fonctionner sur de longues distances. Et à ce moment-là qu'on va commencer à comprendre que le courant alternatif est la meilleure solution. Et là aujourd'hui d'ailleurs, même si c'est Edison qui est resté dans l'histoire populaire, je te expliquerai d'ailleurs pourquoi après, eh bien c'est Tesla qui l'a mis en place, parce que Tesla a mis en place le courant alternatif, celui qu'on utilise aujourd'hui, et non pas le courant continu d'Edison. Donc Tesla va avoir plusieurs inventions entre 1880, là on est toujours dans les années 90, fin du 20e siècle, fin du 19e siècle, pardon, et il va être à l'apogée de son art. Il va faire énormément d'inventions et de découvertes. Il va découvrir l'effet de Poe. Il va inventer le tube cathodique avant la découverte des électrons, ce qui est assez incroyable parce qu'aujourd'hui on a utilisé des tubes cathodiques pour étudier les électrons. Lui, il avait découvert les électrons. Il a découvert les tubes cathodiques avant. C'est qui va poser les bases du microscope électronique. Il va développer les premières lampes fluorescentes. Il va, en améliorant le principe des lampes à arc, ce qui va déboucher sur les premières ampoules. Aujourd'hui, qu'on utilise des ampoules sur le principe de Nikola Tesla. Il va découvrir le premier transmetteur radio. D'ailleurs, il va y avoir une grosse bataille avec Marconi. Je t'en rappellerai juste après. Il va découvrir avant tout le monde les rayons X de façon totalement infortune. Il va découvrir la lumière photographique et aussi les rayons cosmiques avant Millikan. Ce qui est assez incroyable. Personne avant lui n'avait vu toutes ces choses et lui, il était en avance sur son époque. D'ailleurs, un élément qu'on utilise, qu'aujourd'hui est fondateur de l'énergie du courant alternatif, c'est la bobine Tesla qui porte d'ailleurs son nom, qui va mettre au point, qui fonctionne sur un principe de transmission électrique électromagnétique sans fil. Et il va mettre en place plusieurs choses, un circuit à antenne terre pour la syntonisation, un système de réception et de transmission qui va être synchronisé sur la résonance ou la fréquence de l'autre. D'ailleurs, à ce moment-là, il va découvrir la résonance sur Terre. D'ailleurs, c'est son principe pour développer l'énergie libre. Le principe de l'énergie libre qui aujourd'hui n'est toujours pas abouti, plus de 70 ans, 80 ans après sa mort. Ce qui est assez incroyable. D'ailleurs, je vais t'en reparler ce principe-là parce que c'est une de ses inventions assez phare aussi qu'il a mis en place. Il va mettre en place un détecteur électronique de signaux. Et la résonance et conductivité de la Terre, qui est aujourd'hui qu'on appelle le principe de la résonance de Schumann, qui a été découvert seulement en 1960. Et lui, dès la fin du 19e siècle, il avait déjà découvert ce principe. Il avait déjà mis en application. Il a déjà essayé de le mettre en application. D'ailleurs, grâce à ce tour de Wardenclyffe que je vais te reparler ensuite. Il a réussi, d'ailleurs, grâce à ce principe de la résonance Terre, donc connecté grâce à la Terre, en fait, les fréquences de résonance de la Terre, à envoyer de l'électricité à plusieurs kilomètres de distance pour allumer des ampoules électriques. D'ailleurs, ce qui a été considéré comme de la magie à l'époque, c'est pour ça qu'il a été considéré comme un fou, parce que les gens, c'était totalement novateur. On sait qu'à l'époque, quand même, on s'allumait encore avec des bougies. Donc, pouvoir allumer de la lumière, faire rendre quelque chose de lumineux à plusieurs kilomètres de distance, sans aucune intervention humaine, c'était tout simplement prodigieux. Exceptionnel, incroyable. Et lui, il arrivait à le faire non pas avec une, mais avec dizaines ou des centaines d'ampoules. Ce qui était totalement incroyable et totalement en avance pour son époque. Donc, comme je t'ai dit, il va mettre en place les ampoules électriques.
mais son principal apport, ça va être la centrale de Colorado Springs que j'ai visitée, qui est vraiment une centrale assez incroyable, qui est la première centrale hydroélectrique, donc qui fonctionne sous un principe des ondes de haute fréquence à pouvoir calorifique. Donc vraiment, je ne vais pas entrer dans les détails, ce serait vraiment complexe, mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable qui a été repris plus tard pour concevoir les fours à micro-ondes, seulement 80 ans. 80 ans après, voilà, il est vraiment, quand je te dis qu'il était en avance sur son nom, il était vraiment en avance sur son époque. Faut se rappeler quand même qu'à l'époque, on se développait, on voyageait encore avec des chevaux, avec des attelages, on s'allumait avec la bougie. Et lui, il arrive à envoyer des informations à plusieurs kilomètres de distance, à allumer des éléments, à créer de la lumière, en fait, quelque chose qui aujourd'hui ça paraît logique d'avoir l'électricité, tout le monde a l'électricité, enfin en Occident en tout cas, tout le monde a l'électricité chez lui, tout le monde a la lumière, tout le monde peut envoyer des messages, aujourd'hui on a des smartphones pour s'envoyer des signaux, c'était pas à l'époque, mais lui il avait déjà prévu ça, déjà mis en place des jalons pour produire cette société-là, il y a plus de 100 ans en arrière, de 130 ans en arrière. C'est assez phénoménal. Mais malheureusement, en 1895, il y a son laboratoire de New York qui est incendié, et qui est complètement détruit, qui est victime d'un incendie, qui est complètement détruit. Il va perdre toutes ses recherches, des années de travail qui vont voler en éclats. Quand on voit toutes les avancées technologiques qu'il avait prévues, qu'il avait en tête, parce qu'il faut dire aussi que Tesla était quelqu'un qu'on disait victime d'hallucinations, parce qu'il ne notait presque rien, il ne notait pas tout, il schématisait en fait, il crée les schémas de ses inventions dans sa tête, d'une façon très très précise. D'ailleurs, on disait qu'il avait une mémoire idiométrique. Donc c'était quelque chose d'assez compliqué et complexe à faire, mais lui il avait tout dans sa tête et il notait les choses importantes. Donc quand il notait quelque chose, c'était vraiment très très important. Et là on dit qu'il a perdu toutes ses recherches, c'est vraiment qu'il a perdu l'essentiel de ses projets finis. Donc ensuite, comme je t'ai dit, il y a les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara qui est vraiment son usine phare, qui a développé 15 kW de chevaux à vapeur, en tout 7 générateurs qui fonctionnaient sous la fréquence des micro-ondes, avec des hautes fréquences et des tuyaux remplis de gaz. Donc, il a développé à ce moment-là un métal isolant qui pouvait isoler en fait le gaz conducteur, qui permettait d'alimenter des ampoules phosphorescentes. Donc, comme je te dis, ces apports, à partir de 1897, il a découvert les rayons X. Et là, pour la petite histoire, c'est quelque chose assez incroyable. Il était avec son ami, l'écrivain Mark Twain, que tu connais peut-être, qui est assez célèbre, et il a mis en place, en fait, il a fait une séance photo, et il a fait une photo en fait avec la main de Mark Twain. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas des smartphones, on n'avait pas des appareils photo, ils avaient vraiment des gros appareils photo, comme tu vois, qui font un gros flash. Et avec ça, en fait, il a découvert le principe des rayons X grâce à un tube Geissler. Bon, si tu vois un tube Geissler, tu vois, faut aller faire une petite recherche sur internet à quoi ça correspond. Mais il a découvert grâce au tube Geissler les rayons X. Donc, qu'il a appelé ça le shadowgraph. Mais malheureusement, ces recherches-là, bien sûr, ont été aussi perdues dans l'incendie de son laboratoire. Donc, ça n'a pas pu être développé. Mais vraiment, déjà 70 ans avant l'heure, il avait découvert les rayons X. Ce qui va changer aussi, c'est que le 6 avril 1897, il a fait une conférence à l'Académie des sciences de New York sur la sécurité des appareils à rayons X grâce au plomb. Donc déjà, il avait compris que les rayons X étaient dangereux et qu'il fallait mettre en place du plomb pour se protéger des rayons X. C'est incroyable. À son époque, il était peut-être un des seuls de son époque à savoir qu'est-ce que c'était les rayons X, même à s'intéresser à la question. Déjà, en plus de savoir qu'est-ce que c'était, il s'y intéressait, et il avait déjà compris que c'est dangereux. Pour te dire l'intelligence du personnage, la compréhension qu'il avait du monde actuel et du monde qui l'entourait surtout. Il a mis en place les débuts du moteur solaire, c'est assez incroyable, aujourd'hui quelque chose qui n'existe encore pas, mais il avait déjà mis en place les principes. Il a mis en place la photographie à lumière phosphorescente, comme je t'ai dit grâce à sa petite histoire avec Mark Twain, et aussi les débuts de la cryogénisation. Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui c'est encore des choses qui sont en balbutiement et qui sont vraiment en recherche, mais lui il avait déjà mis en place les principes fondateurs, il avait déjà rendu ça dans l'imaginaire collectif que c'était quelque chose de possible. Le 2 décembre 1897, parce que oui, Tesla en fait, comme je t'ai dit, il ne protégeait pas ses brevets, et il y a une grande histoire, c'est l'invention de la radio.
la radio qui est attribuée à Marconi. Et le 10 décembre 1997, il y a Tesla la Cour des États-Unis dit que Tesla a devancé Marconi parce que oui, Tesla avait déposé des brevets avant que Marconi envoie son premier message. Parce que oui, Marconi est le premier à avoir envoyé un message par onde radio qui a traversé l'Atlantique, mais c'est Tesla qui avait breveté la technologie. Marconi avait dit qu'il s'était jamais intéressé aux travaux de Tesla, qu'il s'en était jamais inspiré. La Cour suprême des États-Unis lui a dit que non. Tesla dira d'ailleurs que Marconi est un âne. Et après la mort de Tesla, on attribuera la radio à Tesla et non plus à Marconi. Et Tesla, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable. C'est en 1988, il avait construit un navire robot. Un navire télécommandé comme les enfants ont maintenant, que tu peux voir sur les lacs. Un petit navire télécommandé. Comme je te dis, à l'époque, on était encore avec la bougie. On était encore avec la bougie et des chevaux pour se déplacer. Et lui, il propose aux militaires un navire télécommandé. Donc, on imagine tout ce que c'est. Aujourd'hui, tout ce qui est piloté à distance est basé sur cette technologie. Et pour l'époque, c'est totalement révolutionnaire. D'ailleurs, c'est tellement révolutionnaire que les gens ne vont pas y croire. Ils vont même lui dire qu'il y a un singe qui est à l'intérieur de son bateau et qui le pilote depuis l'intérieur. Ce qui est totalement stupide. Mais pour l'époque, c'est tellement invraisemblable que ce n'est pas possible. Du coup, les militaires vont bouder cette invention qui ne sera pas utilisée. Elle sera réattribuée après, réappropriée par les militaires pendant la Seconde Guerre mondiale seulement. C'est-à-dire que là, on est avant la Première Guerre mondiale. Si ces technologies avaient été rendues possibles avant la Première Guerre mondiale, on peut imaginer tout ce que ça aurait pu impliquer comme situation, tous les changements dans la société que ça aurait pu être. Enfin, c'est incroyable, on se dit qu'on aurait pu avoir des ondes radar, des ondes radio, pardon. D'ailleurs, il y a un texte qu'il a publié dans un journal officiel en 1900. Je vais te le lire parce que c'est quand même assez incroyable. C'est dans un texte publicitaire de 1900 destiné à des investisseurs potentiels, parce que Tesla a été pauvre toute sa vie, parce qu'il n'a pas breveté ses inventions qui n'ont pas été protégées, donc il n'a pas eu les royalties. Donc, à des investisseurs potentiels, Tesla décrivit ce que serait le monde, une fois doté de son système de transmission d'énergie et d'information. Il parla de la transmission mondiale des caractères, de lettres et de tableaux, de la diffusion universelle des informations par téléphone ou par télégraphe, de l'établissement d'un système mondial de diffusion musicale préfigurant avec un siècle d'avance les technologies actuelles comme Internet, les mails, le partage de données, etc. Donc on se rend compte de la portée, comment Tesla avait déjà conçu le monde. Il avait déjà vu ce qui n'était même pas imaginable à son époque. Et lui, il savait déjà que ça allait arriver. Et en plus de savoir qu'il allait déjà arriver, il était déjà en train de mettre les principes et de développer des technologies pour y arriver. D'ailleurs, en 1901, il va lancer son plus grand projet, son projet le plus faramineux, le plus coûteux, qui est traduit par la tour de Warden-Cliff. Et son projet de développer en fait l'énergie libre et gratuite à tout le monde. Et d'ailleurs, il s'est épaulé de quelqu'un que tu connais peut-être, en tout cas tu as déjà entendu son nom, c'est JP Morgan. JP Morgan, le fondateur de la banque éponyme JP Morgan. Il a le rencontré et c'est le seul qui a cru en lui. Parce que si, en fin des années 80, fin du 19e siècle, Tesla était une star, il commence à décliner à partir de maintenant. Parce que tout le monde voit la dangerosité de ses travaux. Parce que je t'ai parlé d'Edison, qui avait la compagnie d'électricité. Et la compagnie d'Edison, Edison Light and Company, qui s'est transformée, qui est d'ailleurs renommée aujourd'hui General Electric. Si tu connais General Electric, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand fournisseur d'électricité aux États-Unis. Donc, qui était en conflit avec Edison à ce moment-là, qui était le PDG de cette société. Donc, il voyait d'un mauvais œil la volonté de Tesla de fournir l'électricité gratuitement, parce que à cette époque-là, c'était Edison qui fournissait l'électricité, bien sûr, payante à tout le monde. Mais Tesla, lui, voulait l'avoir de façon gratuite. Et JP Morgan, qui est un grand banquier, lui a cru en son idée. Donc, il a décidé de financer le projet. Donc, ils ont lancé la tour de Warden-Cliff, qui fonctionnait avec des liquides cryogènes d'électricité, des supraconducteurs, qu'on appellerait aujourd'hui des supraconducteurs modernes, qui fonctionnait sur un système de particules de charge fractionnaire d'un électron. Donc, il a inventé le quartz. Donc, le quartz a été seulement inventé 76 ans après. Donc, on voit qu'il était encore une fois assez en avance sur son époque. Donc, c'était les premiers maillons du réseau de transmission d'énergie. Et ce projet faramineux, malheureusement, n'est resté qu'un rêve. C'était un projet d'énergie vive qui fonctionnait sous le principe de la cavité de Schumann. Je t'ai parlé de la résonance de Schumann tout à l'heure. C'était exactement la même chose. Donc, c'était en fait d'envoyer l'énergie, en fait, l'électricité, entre la surface et l'iconosphère, environ à 80 km d'altitude, sur une basse fréquence,
environ 8 Hz. Et le but c'était en fait d'utiliser cette électricité pour après alimenter toute une ville. Il a réussi en fait sur l'île de Manhattan alimenter toute l'île de Manhattan en énergie à ce moment-là. Mais malheureusement son projet, les coûts ont été astronomiques, ils ont dépassé toutes les attentes, et JP Morgan, qui était le seul à croire en lui, l'a peu à peu abandonné devant les coûts faramineux et astronomiques de l'invention. Donc malheureusement la tour a été vandalisée, Tesla a fait faillite, et du coup la tour a été démontée et le rêve a pris fin de Tesla d'énergie. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce concept, moi je te recommande un petit manga, bon, je sais pas si t'aimes les mangas, mais un petit manga qui s'appelle Dimension W, qui se base en fait sur les principes de Tesla et de la bobine Tesla, où le monde fonctionne justement sur un monde alternatif, où avec l'énergie libre de Tesla, en fait, le monde fonctionne avec des bobines Tesla, tout le monde a des bobines Tesla, et est alimenté en énergie électrique. Donc voilà, si tu es intéressé par ce principe, je te recommande de jeter un coup d'œil à ce manga qui est vraiment hyper intéressant. Donc, pour la suite des inventions de Tesla, Tesla en 1906 a inventé la turbine. Salut Séverine. Salut Séverine. A inventé la turbine. Je sais pas si j'avais pas regardé, je sais pas si t'es là depuis longtemps, mais en tout cas ça fait plaisir. Donc voilà, en 1906, il a inventé le principe des turbines, donc les turbines qui ont été utilisées après pour tout ce qui est navire à vapeur, donc soit les grosses turbines, même pour les les centrales hydroélectriques qui fonctionnent sous un principe de grosses turbines. Il avait inventé des turbines qui étaient beaucoup plus fonctionnelles, qui coûtaient moins cher et qui étaient beaucoup plus efficaces que celles qui étaient présentes à son époque. Mais malheureusement, en 1916, il a fait faillite. Il a fait faillite et à partir de ce moment-là, il était beaucoup moins prolifique. Il a fait profil bas, il était devenu un petit peu persona non grata des scientifiques parce que tout le monde voyait d'un mauvais œil ses avancées qui étaient moins coûteuses, gratuites pour la population et bien sûr devant les intérêts économiques et capitalistes qui étaient déjà en vigueur à son époque. Et ben il a un petit peu été écarté du monde scientifique. D'ailleurs, quelque chose d'assez ridicule, on lui a décerné la médaille Edison, chose qu'il n'est jamais allé chercher pour l'ensemble de ses travaux en recherche sur l'électricité. Quand on connaît l'histoire qu'il a devancé Edison et qu'aujourd'hui c'est des principes de Tesla qui sont utilisés à notre époque et non ceux d'Edison, on comprend tout le ridicule de la situation de recevoir la médaille Edison. Et en 1917, malgré qu'il ait fait faillite, il a continué à travailler et à ce moment-là, il a inventé le radar, donc tout ce qui est les ondes stationnaires, qui fonctionnent sur un principe d'impulsion atmosphérique. D'ailleurs, ce principe-là, il est allé voir en fait les militaires encore une fois pour leur proposer. Il leur a dit, ça serait intéressant que vous mettiez en place des ondes radar pour développer vos sonars. Là, vous pourrez localiser en fait vos bateaux et les bateaux ennemis. Et encore une fois, les militaires lui ont dit que son concept était totalement ridicule, que ça ne fonctionnerait jamais, et que du coup, il n'allait pas le prendre. Bon, bien sûr, ce concept a été redécouvert durant la Seconde Guerre mondiale, et il a été réadapté et retravaillé, alors que Tesla l'avait déjà mis en place plus de 30 ans auparavant. Il était déjà fonctionnel à ce moment-là. Voilà, comme quoi, on n'est pas tourné à la bonne époque, quand on est trop en avance sur son temps, ça peut nous causer des problèmes, surtout quand on a une vision humaniste, qu'on veut donner l'accès libre aux connaissances à tout le monde. D'ailleurs, il y a une personne très célèbre qui déclara sur Tesla, qui s'appelle Girardeau, qui disait « Il prophétisait ou rêvait, car il n'avait à sa disposition aucun moyen de les mettre en pratique. Il faut toutefois ajouter que s'il rêvait, au moins il rêvait juste. » Voilà. Il décrivait Tesla en ces termes. Voilà, donc malheureusement, effectivement, Tesla n'avait pas les moyens financiers de mettre en place toutes ces technologies, tout ce qu'il avait dans sa tête. S'il les avait eu, s'il y avait des soutiens financiers, je pense que le 20e siècle aurait été totalement différent. À mon humble avis, totalement différent si on avait mis en principe tous les principes de Tesla. D'ailleurs, dernière invention de Tesla, dernière chose qui aujourd'hui est encore un rêve, c'est en 1931, c'est son rêve de voiture électrique. D'ailleurs, l'ingénieur Elon Musk a nommé son entreprise Tesla en hommage à cet événement précis, en hommage à Nikola Tesla, qui était le premier et le précurseur des voitures électriques, parce que les voitures électriques ne sont pas nouvelles, elles ne datent pas du 21e siècle, loin de là. Les voitures électriques datent du début 20e, entre les années 1906 et 1939 environ. À partir de 1929, à cause du krach boursier, les voitures électriques ont quasiment disparu, à cause de la faillite, de leurs coûts faramineux,
le manque de fiabilité par rapport aux voitures à moteur thermique, moteur à explosion. Parce que ces voitures électriques-là, elles sont totalement différentes de celles qui sont aujourd'hui en place sur le marché. D'ailleurs, c'était encore un dilemme. Elles étaient basées sur un système de courant continu, donc comme disait le courant continu d'Edison, donc qui fonctionnait sous un système de batterie de plomb acide, donc pas d'attelage. Donc la grande différence, c'est que c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas d'attelage, pas de pollution, c'était facile à réparer parce qu'à l'époque, il faut se dire qu'il n'y avait pas de pompistes. Il y avait très peu de pompistes. Donc c'était quelque chose de totalement novateur pour l'époque. Par contre, il y avait énormément d'électriciens. Donc c'était des voitures qui étaient totalement et très facilement réparables. Ah bah voilà, bah de rien, ouais. Bah oui, en fait c'est ça. Enfin, très peu de gens le savent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, après le nom de Nikola Tesla a été oublié et a été balayé des livres d'histoire parce qu'il gênait en fait à son époque. Il a été redécouvert qu'à la fin des années 90, donc 1990, et qu'il commence à de nouveau être popularisé. Donc malheureusement, on attribue beaucoup de ces inventions et du monde actuel à Edison, alors c'est totalement faux. Voilà, donc les voitures électriques étaient simples à utiliser, mais elles avaient des problèmes en fait. Manque de fiabilité, une autonomie très faible, environ 160 km. Le prix était exorbitant. D'ailleurs, après la crise de 29, les prix ont explosé. C'est ce qui a vraiment tué l'industrie de la voiture électrique. Terminé. Hein. Il n'y avait plus de voitures électriques après parce que les coûts étaient beaucoup trop importants en matière première. Les moteurs, comme je dis, à courant continu, qu'il fallait recharger toutes les nuits. Tous les nuits, il fallait recharger la voiture, ce qui est vraiment pas idéal. Et la vitesse max qui était de 50-55 km/h. Et encore, quand on allait à ces vitesses-là, on diminuait l'autonomie de la voiture, qui était déjà très petite, donc il fallait rester entre 24 et 32 km, entre 20 et 35 km/h en moyenne. Ce qui n'est pas aujourd'hui, qui pourrait paraître pas très rapide, mais pour l'époque, comme je dis encore, faut se rappeler qu'on avait essayé les débuts des voitures à moteur explosion, donc qui vont quand même déjà beaucoup plus vite, qui allaient déjà à plus de 50 km/h, mais on était quand même pour la grande majorité de la population encore avec des chevaux. Donc c'est vraiment déjà une prouesse énorme. Mais avec la crise économique et les avenants, eh bien ces voitures vont commencer à disparaître à la fin des années 30. Au début des années 30, entre la début des années 30 et la fin des années 30. Mais en 1931, à Buffalo, Tesla arrive avec une voiture qui était une Pierce Arrow, haut de gamme, très haut de gamme, un très haut de gamme de voiture, et il lui met un moteur électrique. Mais cette fois-ci, pas un moteur électrique alimenté en courant continu, mais en courant alternatif. Il est accompagné de Peter Savaux, qui considérait Tesla un petit peu comme son oncle, parce que c'est Tesla qui l'a fait venir et qu'il était son aîné de, je crois, une trentaine d'années, je sais plus exactement. Et cette voiture-là, ils vont faire des tests. Ils vont rouler à plus de 145 km/h avec une tachymétrie, donc le compteur de vitesse qui permet de mesurer, qui allait jusqu'à 192 km/h, 192 km/h. Donc possible qu'ils ont fait des pointes à plus de 150 km/h. C'est assez incroyable quand on dit que les anciens modèles n'allaient pas à plus de 55 km/h. Et 145 km/h, 50 km/h pour l'époque, c'était bien plus rapide que les voitures à moteur explosion. Il faut se rappeler que les moteurs à voiture à explosion à l'époque, c'est des voitures qu'on tournait la manivelle pour les démarrer. Là, il avait juste à mettre la clé sur le contact, à tourner comme nous on a aujourd'hui, qui était encore une révolution totale. Donc il a mis ce modèle et il va déclarer qu'en fait ce modèle fonctionnait avec l'éther et qui est disponible en quantité quasiment infinie et qui pouvait alimenter une maison grâce à cette technologie. Bon, malheureusement on est en année 31, la crise de 29 est passée par là, la société Pierce Arrow était déjà en très grande difficulté financière, elle va déposer le bilan 2-3 années après, et ce modèle-là ne verra jamais le jour. Et il y a encore un très grand mystère sur comment fonctionnait vraiment cette voiture. Beaucoup de témoins de l'époque l'ont vu rouler, ils ont même demandé, d'ailleurs, quand ils sont déplacés à Buffalo, un passant les a arrêtés, leur a demandé, mais du coup, qu'est-ce qui se passe avec votre voiture parce qu'il n'y a pas de vapeur qui s'échappe du pot. Et Peter Sarrell, qui était là, il répond au passant en lui disant, c'est normal, il n'y a pas de moteur dans ma voiture. Dans un sens, il n'avait pas tort. Il n'y avait pas de moteur à explosion comme toutes les voitures en avaient. Mais il y avait un moteur en courant alternatif, et Tesla était à côté avec son voltmètre pour mesurer la tension de sa voiture qui fonctionnait parfaitement. Ils ont fait plus de 160 km, je crois, avec cette voiture, donc ils ont roulé pendant une semaine sans la recharger. Donc en nombre de kilomètres, ils ont fait plus de 80 km la première journée. Donc si on fait une moyenne de 80 km par jour, on arrive vraiment... on se dit que la voiture fonctionnait vraiment bien, et il y a plusieurs témoins qui attestent de cette histoire.
alors qu'aujourd'hui, les voitures électriques ne fonctionnent toujours pas à ces niveaux de qualité-là. Mais lui, il avait réussi et on est en 1931. Quasiment 90 ans avant aujourd'hui. Ce qui est assez encore incroyable. Donc voilà. Donc ce projet a été abandonné. Et donc voilà. Donc ça, c'était vraiment l'histoire de Tesla avec l'ensemble de ses inventions. Donc je me suis basé sur quelques sources importantes. Je vais donner des sources principales quand même de cette histoire. Mais avant ça, je vais te laisser avec quelques propos que moi je trouve intéressants sur Tesla. Il y a Béran qui disait « La nature et ses lois sont cachées dans la nuit. Dieu dit que Tesla soit, et la lumière lui. » Paraphrase de Pope et de Newton sur la nouvelle source d'énergie. Il y en a une autre, c'est sur la téléforce et la méthode. Parce que Tesla a mis en place le rayon sans vide à l'air libre, qui est une très grande force électrique, qui permettait d'amplifier cette force et de produire une quantité gigantesque de force électrique de propulsion. Donc voilà. Donc ça, c'est des principes qu'il a mis. On parle aussi de son rayon de la mort aussi, qu'il aurait mis, qui est un petit peu le principe des lasers aujourd'hui, donc en version beaucoup plus poussée, beaucoup plus puissante. Donc ça, c'est vraiment les dernières choses que Tesla a mis en place à la fin de sa vie et qui ont été dans ses recherches que le FBI a récupéré. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu l'histoire de Tesla, qui était un petit peu en avance sur son ère, un grand visionnaire, un humaniste. Et pour les sources, il y a 3 livres que moi je te recommande de lire si tu es intéressé par le sujet. Le premier qui est de Cheney Margaret, Michael Biszynski et Leobardi Catherine, qui date de 2010, qui était Nikola Tesla, l'homme qui a éclairé le monde. Le deuxième, il est de Lomas Robert, Anne Gottman, Leobardi Catherine encore, et Catherine Robert voilà, ça. Lomas Robert et Anne Gottman, et Leobardi Catherine, qui s'appelle L'homme qui inventa le XXe siècle, le génie oublié de l'électricité. Et le dernier, c'est le livre de Teodarni Massimo, qui est de 2011, qui s'appelle Tesla, l'éclair du génie. L'histoire et découverte du plus grand inventeur du XXe siècle. Parce que oui, il est considéré comme l'un des plus grands inventeurs, si ce n'est le plus grand inventeur du XXe siècle. Donc pour les inspirations, comme je te dis, il y a la société Tesla Inc. d'Elon Musk. Il y a le film Current War, que je te recommande vivement de voir si t'es intéressé par le sujet. Le film The Prestige, qui est vraiment intéressant, où on met en place Tesla avec certaines de ses inventions, comme une qu'il aurait inventée. Voilà, ça c'est encore une histoire que là on n'a pas de preuve, qu'il aurait inventé la machine à remonter le temps. Donc là, dans le film, c'est un petit peu autre chose, mais c'est un petit peu inspiré de cette histoire-là, de la machine à remonter le temps qu'il aurait inventée. Et comme je t'ai dit, le livre Dimension W. Donc voilà, donc je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que t'as appris quelque chose. Et n'hésite pas, si tu veux m'aider, si t'aimes bien ce podcast, je t'invite tout le temps à aller sur Patreon. Toujours Patreon, t'auras le lien en commentaire. Ou alors, tu peux aller dans ma bio. Je t'ai mis un petit nom pour faire un petit tips si t'as bien aimé. Ça m'aiderait beaucoup. Et sinon, tu peux toujours follow, tu peux toujours partager. Ça ferait trop plaisir. Et sinon, je t'invite toujours à t'abonner à ma newsletter, à mon petite infolette que j'envoie une fois par mois. C'est un format mensuel en ce moment. Donc voilà, www.romainrivière.net/infolette. Tu retrouveras toutes les informations, tu ne louperas aucune information et ça me ferait grand plaisir en tout cas de te discuter avec toi. Donc n'hésite pas en tout cas à m'envoyer un message si tu veux discuter, si tu as un sujet qui t'intéresse, que tu as envie que je traite aussi, dis-le moi. En tout cas dans le prochain épisode, j'aurai Elisabeth Aubert qui sera invitée, qui travaille justement à Engie, qui va nous parler d'énergie et comment on peut créer l'énergie de demain. Quelle sera l'énergie de demain? Voilà, donc je te souhaite une bonne journée, je te dis à très vite et à la prochaine.